Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans 6388, votre podcast qui fait le tour de la création de jeux de société. Je suis Zéphiriel et pour parler de tout ça, bien sûr, je suis accompagné du fabuleux Théo Rivière. Salut. Salut Zéphiriel, tu vas toujours bien ? Je vais toujours bien, je te remercie. Et toi-même ? Écoute, pas mal. C'est la première fois qu'on enregistre, parce qu'on vous dit tout, donc encore une fois on vous le dit, mais c'est la première fois qu'on enregistre 2 épisodes d'affilée, puisque cet épisode est un peu spécial, puisque Zéphiriel, je te laisse l'annoncer cette fois-ci, nous avons 2 invités assez fabuleuses avec qui on a passé une première partie d'émission géniale déjà. Camille Chaussy et Anne Etzig, bonjour à vous. Salut à vous deux. Ça va toujours à l'aise, toujours bien dans cette deuxième partie d'émission qui commence tranquillement ? Ouais, super. Ok, dans la première émission, dans la première partie, donc, on avait évoqué tout ce qui était travail d'illustration, graphisme, maquettisme. On avait parlé de comment on choisissait un projet, comment les premières idées créatives naissaient, et, suivant le cahier des charges, mood board et ainsi de suite. Là, on va passer à vraiment la deuxième phase. On sait que le projet est accepté, on a commencé à travailler dessus, on connaît la direction thématique qu'on a sur le projet, donc on peut vraiment travailler, je vais dire presque au kilomètre, si c'est une façon de le dire pour l'illustration en tout cas. Comment se passent les premières réalisations ? Est-ce qu'on a toujours, est-ce que c'est les plus importantes ou pas ? J'ai l'impression que c'est les premiers dessins qui vont donner les premières réalisations finales, j'entends vraiment, qui vont donner vraiment toute la direction de création au kilomètre. Mais est-ce que finalement, en plein milieu, on peut avoir un doute et se dire, attends, finalement, on va revenir sur des choses et on est obligé de repédaler un peu en arrière ? Anne ? En ce qui me concerne, oui, il y a vraiment des moments, des fois, ça dépend complètement des projets. Il y en a où effectivement, ça va être la première illustration qui va enclencher tout le reste, et une fois que c'est parti, on sait ce qu'on veut, on sait quelles sont les couleurs, le style, tout ça, donc juste ça roule. Et il y en a d'autres où, vu que c'est un jeu, c'est pas un livre, et que chaque élément de jeu va rebondir avec un autre, et si à un moment donné on crée quelque chose qui va pas avec le reste et qu'on voit que il va peut-être falloir retoucher un petit peu tout le reste, voilà, il va falloir se reposer des questions et effectivement pédaler un peu. Ah oui, donc il peut y avoir effectivement quelque chose qui arrive plus tard, qui illustre une mécanique ou quelque chose qu'on n'avait pas compris au début, pas vu, et en fait qui va devoir rétro-pédaler sur les premières illustrations. Ça t'est arrivé aussi, Camille, de temps en temps, ou pas du tout ? Oui, c'est déjà arrivé. Après, on essaye d'éviter ça au maximum, parce que c'est compliqué à gérer sur le projet, mais effectivement, des fois, la plupart du temps, en fait, comme c'est par étapes, une fois qu'il y a le premier visuel final qui est fixé, on sait où on va et normalement ça roule. Mais effectivement, parfois, il arrive moi, ça m'est arrivé sur plusieurs projets, et notamment sur l'île de Pan, où finalement j'avais fait une couverture et puis ça allait pas, c'était pas ça encore, et comme c'était un style que j'ai un petit peu développé pendant le projet, il y a parfois des déclics qui se passent, et à un moment donné, on se dit: «Ah mais en fait, est-ce qu'on partirait pas plutôt là-dessus?» Et paf, tu testes un truc et tu dis: «Non mais en fait, c'est ça qu'il faut faire», et à ce moment-là, tu dis: «Bah ouais, faut refaire la couve». Là, tu te poses même pas la question, c'est Et c'est une très bonne transition que tu m'offres là, parce que j'allais parler de la couverture du jeu justement, et tout ce qui était inhérent finalement à la boîte et tout ce qui ça amène en termes de communication. Lorsqu'on en a parlé en off, j'avais l'impression que c'était un sujet un peu central, la couverture, parce que c'est quelque chose qu'on va vous demander assez tôt dans la création pour la communication sur tout ce qui va être presse, tout ce qui va être annonce, teaser, ce genre de choses. Mais est-ce que finalement c'est pas un des derniers trucs qu'il faudrait faire, parce que ça peut jurer complètement avec ce qui a été fait en amont, ça peut être quelque chose qui retrouve les éléments justement qui ont été créés dans tous les éléments de jeu, et donc du coup qui doit les représenter sur la couve. Est-ce que c'est pas un peu antinomique de l'avoir au début de temps en temps, Camille ? En fait, ouais, ça dépend ça dépend du projet, mais effectivement souvent, pour pouvoir montrer aux partenaires le plus tôt possible un visuel de couverture pour faire avancer au mieux le projet, souvent c'est quand même la partie la plus importante. Effectivement, c'est celle qui nous est moi, c'est souvent celle qui m'est demandée plus tôt en début de projet, hormis pour les jeux à 2, la gamme de The Flying Games où il y a des figurines.
Et là, pour des raisons de fabrication de moules de figurines qui prennent du temps, on va d'abord s'axer sur le chara-design des personnages pour après faire les figurines. Mais globalement, c'est vrai que c'est souvent la couverture qu'on fait en premier. Ceci dit, c'est vrai que parfois, on a aussi, comme je le disais, des fois des déclics, et effectivement, on refait la couverture après. Mais parfois, ça m'est arrivé là sur Run Run Run, donc un jeu que je viens de terminer, un jeu de Bruno Catala, notamment en coop, Une pièce. et Anthony Perrot. 2 euros. Une pièce dans la boîte à Catala. Et sur ce jeu-là, en fait, il y avait une ambiance sur la couverture, et sur certains éléments du jeu, on s'est dit, tiens, en fait, est-ce qu'on pourrait pas, à l'inverse, retrouver cette ambiance qu'on a sur la couve sur d'autres éléments du jeu. Enfin, en fait, si tu fais la couverture à la fin, tu vas certainement reprendre des éléments existants qui ont déjà été faits avant, et inversement, en fait, tu peux aussi te nourrir de ta couverture, de l'illustration qu'il y a sur ta couverture, pour après retrouver des éléments dans les illustrations qui vont suivre. Anne? Alors moi, le premier jeu que j'ai fait, qui était avec Blue Coca, donc avec Alain Ballet, lui direct m'a dit la couverture, on garde ça en dernier. Bon bah ok. Et en fait, j'ai complètement pris cette habitude-là. Et maintenant, quand j'ai dû travailler avec des éditeurs où eux voulaient effectivement commencer par la couverture pour la communication, ou au moins la faire assez tôt dans le processus de création, je me suis retrouvée très bloquée, et je me rends compte que c'est les couvertures qui ont été les plus douloureuses à faire, parce que j'avais pas eu le temps de mûrir vraiment graphiquement l'univers pendant toute la création du jeu, en fait. Donc maintenant, j'essaye de prévenir les éditeurs avec qui je travaille, donc qui ne sont pas Blue Cocker, que si on peut faire la couverture le plus tard possible, vraiment, je me suis habituée comme ça, en fait. Maintenant, ça me semble plus naturel. Ah, c'est marrant, du coup, c'est devenu vraiment une façon de travailler pour toi qui est importante et qui prend de la place, c'est intéressant. Moi, j'ai plutôt vécu ça aussi. Hein. Ouais. À la fin? Ouais, de voir, parce que les auteurs, on est souvent quand même un peu inclus dans le process, et donc on nous envoie des illustrations au fur et à mesure pour voir ce qui se passe. Rien que parce que moi je les réclame, parce que je pense que c'est une des parties de la création que je préfère, quoi. Le moment où tu vois les premiers croquis et que ton jeu ça devient un vrai truc, c'est vraiment de ouf. Et souvent la couverture, je l'ai eu à la toute fin, parce que l'illustrateur ou l'illustratrice voulait, comme tu racontes Anne, un peu s'immerger dans le style graphique pour faire le truc le plus canon possible à la toute fin, en ayant bien le style en main, quoi. Mais je pense que t'as vraiment le temps de mûrir en fait ton idée, même si tu te mets pas devant ton papier en disant bon allez, je pense à la couverture, je vais faire ça. Au fur et à mesure, il y a des petits éléments quand tu es en train de travailler sur tes cartes, voilà, tu te dis ça peut être sympa d'utiliser ça pour la couverture, et au final ça va être plus rapide et plus naturel, je pense. Toi, Théo, justement, pour reparler de la relation auteur-illustratrice, on te demande très souvent de revenir sur, de te valider au moins le thème, les illustrations, ce genre de choses. Est-ce que parce que toi, ta relation finalement avec tout ce qui est illustration, elle passe que par l'éditeur en tant qu'auteur? Officiellement, oui, mais officieusement, souvent, comme c'est un petit milieu, on se connaît, et j'ai souvent une conversation Facebook ouverte pour envoyer des petits messages, rien que parce que moi, ça me fait plaisir d'envoyer un message à l'illustrateur ou autrice pour dire « Oh, j'ai vu passer ton boulot, c'est vraiment trop bien, je suis trop content qu'on bosse ensemble », et d'essayer de partager ce moment un peu chouette, ce qui amène des fois des discussions un peu annexes. Mais globalement, ça dépend encore une fois pas mal des éditeurs, mais souvent, on est au courant au début, c'est-à-dire que quand la personne qui va illustrer a été choisie, on nous le dit, souvent, la plupart des cas en tout cas, et après on a ponctuellement des choses au fur et à mesure. Moi je réclame beaucoup parce que je veux tout voir, plus pour le plaisir de voir que pour donner mon avis, parce que j'entends aussi pour un éditeur que c'est pas ma place à moi, je suis pas directeur artistique soudainement, donc je suis ok pour faire des retours quand il y a un truc que j'aime vraiment pas, mais dans l'absolu, je laisse l'éditeur faire son boulot, l'illustratrice faire son travail, et juste j'ai envie de le voir parce que ça me fait plaisir, quoi. C'est intéressant parce que dans le milieu du livre, quand il y a un côté livre illustré, je sais que l'auteur en fait a son mot à dire énormément sur les illustrations. Il donne sa validation quasi à plein de moments. Alors c'est peut-être moi les expériences que j'ai eues là-dessus, mais je trouve ça intéressant que sur le milieu du jeu, on n'ait pas ce même échange, parce que ça reste quand même l'univers pensé par plusieurs personnes, par l'auteur d'abord, mais aussi par tout ce
qui est illustrateur, illustratrice derrière. Et du coup, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas de point de convergence vers tout ça pour essayer de tout travailler ensemble et d'avoir une belle homogénéité de travail en fait là-dessus. C'est un peu dommage, mais j'imagine que ça va être difficile à tout lier aussi. J'ai l'impression aussi que c'est parce que je me demande si c'est pas parce que l'éditeur a un rôle un peu plus important et en plus dans l'édition de jeu que dans l'édition de livres, et qu'il va aussi toucher à la mécanique. Donc il est parfois un petit peu auteur aussi au final. Donc peut-être qu'il va... Enfin, je sais pas comment tu vois Théo, mais Camille, mais... Pareil, ça dépend vachement des éditeurs, mais tu vois, moi je regrette typiquement de pas avoir, ce ne serait-ce que une chaîne de mail ou un truc dans le genre pour qu'on discute ensemble de, tu vois, un truc où tout le monde est un peu là pour discuter, rebondir, etc. Camille, t'as le même ressenti aussi ou Ouais, moi c'est vrai que je serais de l'avis de Théo et enfin, je me demande s'il n'y a pas d'autres choses à envisager en fait. Je pense que ce serait tellement riche qu'on travaille plus ensemble en fait. Comment ça se passe le travail? Là, je suis vraiment back to basis, mais le travail d'échange de messages entre éditeur, auteur, autrice, éditeur, éditrice, illustrateur, illustratrice, c'est quoi? C'est que des emails? Vous travaillez que par email, par téléphone? C'est vraiment bête comme question, mais je suis en train de me poser la question, de me dire comment vous travaillez en fait. En fait, ça dépend de l'éditeur. Moi, j'imagine, nous, pour Vaisseau Hyper Sensas, on a un Slack. Dans mon boulot perso que je fais à côté, j'ai aussi un Slack avec des milliers de channels dans tous les sens. Et en fait, du coup, c'est vraiment une gestion de projet qui est par channel ou par Slack, tout simplement. Et parfois, c'est vachement simple à réaliser, en fait. Et ça permet de converger les gens facilement vers un seul point d'échange. Si seulement. Ah, d'accord, non. J'entends que c'est pas ça du tout, alors. Moi en fait, avec pas mal d'éditeurs, c'est par mail que ça se passe. Avec David, nous, comme on a vraiment l'habitude de travailler ensemble, qu'on se connaît vraiment bien, on s'envoie très régulièrement des messages sur Messenger. Mais c'est vrai que, on a moins de conversations avec les auteurs. Enfin, j'ai très peu de conversations où il y a tout le monde inclus dedans. Sinon, des fois, on peut faire par contre des réunions physiques, par exemple, où on se retrouve sur des salons, etc. Mais bon, moi, je trouve que ça pourrait mériter, surtout en amont du projet, parce que après, ça peut être compliqué d'avoir trop d'interlocuteurs, en tout cas quand on illustre un jeu, parce après, on sait plus trop où il faut aller et c'est compliqué. Mais par contre, en amont, ça pourrait mériter plus de réunions. Anne, pareil, un peu le ressenti? Alors, comme Camille, la plupart du temps, c'est par mail. Par contre, j'ai une conversation, comme vous dites là, avec Alain donc de Blue Cocker, Benoît et Alexis, où on est en train de travailler sur la suite de Welcome. Et là, on a cette grosse conversation où tout le monde donne son avis. Donc c'est super parce que c'est vraiment on travaille vraiment autant tous les quatre sur la moindre décision. Mais c'est aussi très compliqué parce que ça arrive qu'on ait tous des avis différents. Ou alors qu'il y ait deux camps et vu que tout le monde est très têtu, c'est très compliqué. Ils sont deux auteurs, donc bon, c'est leur jeu quand même. Ils savent ce qu'il faut faire. Mais bon, moi, je suis illustratrice, donc bon, c'est son travail là normalement. Et puis, il y a l'éditeur, et bon, c'est lui qui a la décision finale. Donc, ça peut être effectivement très compliqué, mais au final, c'est hyper enrichissant. Et surtout, on sait que les décisions ont été vraiment mûries ensemble, et que même si elles ont été dures à prendre, que ça a pris du temps, en général, elles sont bonnes au final, parce que chacun a pu donner son avis, voir le petit truc auquel les autres n'ont pas forcément pensé. Mais du coup, tu mets en avant le fait que, même si... Alors, j'imagine que votre conversation, elle doit être sur un chat simple, je sais pas comment... C'est sur Messenger. Comme je pense beaucoup de gens dans le monde ludique, c'est très Facebook. C'est super intéressant parce qu'il y a un côté, alors c'est pas insultant quand je le dis, mais très archaïque en fait dans cette façon de travailler. Ah oui, parce que c'est pas pratique de travailler sur un Messenger. En vrai, c'est impossible même. Je trouve ça quasi impossible, moi. Mais du coup, ça mériterait un peu d'innovation technique dans cette façon de travailler, parce que là, ce que tu es en train de dire, si je me trompe pas, c'est de dire, vous êtes quatre à parler sur le même Messenger du sujet. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'échanges et que du coup, il y a beaucoup d'ego et beaucoup de choses qui sont mises en avant pour savoir qui a raison, mais au final, c'est très enrichissant parce qu'il n'y a que le meilleur qui en ressort. Ouais, exactement. Et à défaut, ce que sont en train de dire Camille et Théo, c'est de dire,
Bah en fait non. Nous on n'a pas de grosses conversations où tout le monde donne son avis et finalement on en sort le meilleur. C'est juste parcellaire parce qu'on a le reporting de chacun sur ce qui a été décidé. C'est ça, Théo, Camille, je me trompe pas? Ouais, moi c'est plus comme ça. Ouais. Oui, oui, oui. Après, je pense que c'est super important, par contre, après qu'une fois que les décisions sont prises, qu'il n'y ait pas plusieurs interlocuteurs, en tout cas pour la partie illustration, c'est hyper compliqué à gérer par contre. En début de projet, c'est vraiment hyper bien, mais par contre, après, je pense qu'il faut arriver vraiment à avoir un seul interlocuteur Pour valider au plus vite et travailler le plus rapidement possible. Ouais, et puis respecter le rôle de chacun. Vraiment, moi j'ai eu des histoires plutôt côté éditeur, d'auteurs qui n'arrivaient pas à lâcher l'affaire, qui étaient vraiment persuadés que fallait faire de la manière dont eux ils avaient décidé, et qui des fois mettaient des gros coups dans les projets et c'était vraiment relou. Alors que ouais, il y a cette espèce de respect du boulot de chacun où j'adore quand on me demande mon avis et j'adore le donner, mais je sais qu'on m'écoutera pas tout le temps parce que j'ai pas tout le temps raison, encore plus sur des questions graphiques où c'est pas mon travail. Oui, c'est là où c'est délicat de trouver sa place et de trouver sa limite, mais là ce que j'ai l'impression que ce qui est difficile, c'est que même en amont du sujet ou du projet, que ce soit le côté illustration ou autre, hein, ça paraît difficile en fait d'avoir un vrai brainstorming cohérent et positif pour prendre le bon côté de la chose, qui fasse avancer les choses correctement et qui ne donne pas l'impression finalement d'avoir qu'une phase descendante entre édition, illustration et d'être à côté en tant qu'auteur ou autrice et de se dire bon bah finalement j'ai pas trop mon mot à dire alors qu'en vrai j'ai des bonnes idées aussi qui pourraient être prises ou pas, ça dépend. Ouais. Ok, intéressant comme débat, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Je devrais montrer une start-up pour faire de l'innovation chez les éditeurs, je pense. Si rapidement sur tout ce qui est design, chara-design, ça a été évoqué, pour tout ce qui est travail de figurines, parce que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus sur les gros jeux type qui sortent maintenant de plus en plus souvent chez les Kickstarter. Est-ce qu'il y a une façon de travailler qui est complètement différente sur ce travail d'illustration pour figurines? Parce que j'imagine qu'il y a des cahiers des charges qui sont complètement différents de faire juste, c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais faire une illustration pour une carte que faire une illustration pour quelque chose qui va être créé en tant que 3D derrière. C'est toi, Camille, qui me disait qu'il avait travaillé dessus. Ouais, c'est surtout pour la gamme des jeux à deux de The Flying Games, où il y a toujours des figurines. Et effectivement, c'est pas le même travail dans le sens où tu fais ton caractère design. En fait, souvent, moi, ce que je fais, c'est que je fais un caractère design sans trop me poser les questions qu'il faut se poser en fait quand tu fais une figurine au début, juste pour se lâcher sur le design. Et après, tu vas affiner ton design en fonction de, par exemple, il faut que la figurine elle soit stable. Il faut pas qu'elle soit trop fragile à certains endroits. Donc après, tu vas, on va dire, remodeler ton dessin en fonction de ça. C'est sûr qu'il faut penser après, on va dire, que techniquement, ta figurine, si tu fais un personnage, que quand tu le mets debout, il va pas tomber la tête la première, quoi. Que le centre de gravité soit plus ou moins bien placé, etc. Est-ce que des fois tu les fabriques en pâte à modeler, en terre ou quelque chose pour voir un peu ce que ça donne justement au niveau répartition du poids, comment ça marche? En fait, ça m'est arrivé de faire pour Ice Team, j'ai fait des ours en pâte à modeler, effectivement, pour voir un petit peu, parce qu'ils avaient une position un peu spécifique et c'était pas toujours évident d'arriver à voir ça. Pour Jurassic Snack, Igor parfois me disait là je pense qu'il faut écarter un peu plus les pattes ou des petites choses comme ça, où il faut avancer une patte un peu plus, voir un petit peu où allait être le poids, si tu as la tête diminuer parfois, en fait ça va être le volume de matière, s'il y a un trop gros porte-à-faux, il faut peut-être diminuer la tête de certains trucs ou faire autrement, mais globalement, faut. Tu travailles pas sur, j'imagine que non, je le posais par question, mais sur une imprimante 3D où tu ferais toi-même tes propres tests après une illustration, un truc comme ça, ou pas du tout? Non, parce que du coup, je fais pas forcément du modelage. J'aimerais beaucoup me former plus à ça, mais ouais, ça passe vraiment que par la pâte à modeler de mon côté. Ce qui est bien, hein. Oui, c'est sympa aussi. Je vais passer rapidement sur imaginons que là, le travail est rendu pour la grosse partie et ainsi de suite. On a évoqué un peu en off le
le côté critique, retour critique de l'éditeur. On en avait pas mal parlé avec Théo justement sur les protos et sur les retours qu'on pouvait avoir. J'imagine que ça va être un peu la même choucroute pour vous, mais comment on les reçoit, ces critiques, parce que c'est quand même délicat d'avoir des retours sur son travail, et surtout quand on a un cahier des charges qui a été rempli, on connaît le thème, on sait où on va. Est-ce qu'il faut savoir prendre sur soi, ou est-ce que parfois il faut se battre pour son idée et se dire bah non, là je sais que j'ai raison et je vais te prouver pourquoi, ou est-ce que il y a un côté un peu bienveillant en permanence du retour de l'éditeur sur le travail qui a été effectué. Anne? Je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'éditeur avec qui je travaille et comment il amène les choses. Mais je sais que, pour moi, c'est aussi un problème de confiance en soi. C'est que quand on va critiquer ce que je fais, ma première réaction, ça va être non, mais c'est mon travail, je sais ce que je fais. Si j'ai fait ça, je l'ai réfléchi, c'est pas pour rien. Voilà. Donc en général, je réagis mal au début. Et puis après, quand j'ai réussi un peu à convaincre l'éditeur et qu'il me dit bah oui, t'as raison, vas-y. Là, j'ai pas mince, mais non, mais ça se trouve, il avait raison. Là, je perds toute confiance en moi et je sais plus trop ce que je dois faire. Donc c'est pas toujours évident, effectivement, de savoir si tu peux te faire confiance. Camille, pas un peu dans la même situation? Oui, complètement. C'est vraiment, un gros sujet, la confiance en soi, je crois. Et effectivement, c'est ça, c'est que la plupart des choses dans une image, tout est pensé. En tout cas, des fois, l'éditeur il va dire: «Ah mais, est-ce qu'on pourrait pas faire plutôt comme ci ou plutôt comme ça?» Et en fait, de prime abord, tu sais que c'est pas forcément une bonne idée. Et tu vas lui expliquer, en lui disant: «Bah ouais, mais si je fais ça, en fait, ça va plus fonctionner» ou ça va toi, tu sais que ça va pas fonctionner aussi bien. Et si tu lui proposes, ce que tu lui proposes, c'est parce que toi, tu penses que c'est la meilleure, proposition que tu peux faire. Après effectivement, des fois ouais, c'est exactement comme Anne, des fois on arrive par des arguments à expliquer pourquoi on a fait comme ça et pas autrement. Et là on va nous dire: «Ah bah OK, d'accord, je savais pas, que tout était pensé comme ça», et effectivement ça tient la route. Ou parfois, des fois, bah non, il y a toujours des petites envies de la part de certains et du coup on dit: «Bon bah OK», après, tu essaies de trouver des compromis, quoi. Faut rester, confiant, et c'est vrai que c'est nous qui avons l'habitude des images, des couleurs, mais pour autant, faut pas rester hermétique, à la critique, et essayer de trouver, voilà, soit des arguments, soit trouver une autre direction pour que ça convienne. Oui, on en a beaucoup parlé avec Théo sur le côté, c'est un peu syndrome de l'imposteur là-dessus qui est, je pense, présent partout, chez tout le monde. Et du coup, ce sentiment d'avoir réussi à convaincre et d'avoir raison peut être ambivalent sur ça un peu. Anne, t'allais dire quelque chose, je t'ai coupé? Ouais, j'ai une petite anecdote sur ce sujet-là. Je vais pas donner le nom. Il y a un éditeur avec qui j'ai travaillé un jour qui voulait que je fasse une couverture d'une certaine manière. J'étais pas d'accord. Vraiment pas comme ça que je la voyais. Et j'ai fait plusieurs croquis couleurs, dont un qui respectait ce que lui voulait, mais en gros, j'ai forcé le trait pour vraiment lui montrer, regarde, c'est moche. Vraiment, j'ai un peu empiré le truc en fait. Et c'est ce qu'il a choisi. Oh non! Moi, je crois que j'ai deviné qui c'était. Ah, j'ai envie de savoir, mais je vais pas demander. Mais du coup, c'est intéressant, c'est que du coup, les goûts, les couleurs sont vraiment partout. Faut savoir s'ouvrir parfois à ce qu'on n'aime pas. On va avancer un tout petit peu et peut-être arriver sur un côté un peu plus grinçant du travail avec les éditeurs. Comment trouver sa place, entre guillemets, dans le côté création du produit? On en a parlé avec Théo sur une autre émission, en fait, où on disait que le jeu, il était beau, il était bien fait, le proto était fait, et l'illustration se calait dessus, et ça en faisait un super truc, mais que le travail de l'éditeur, c'était de le travailler plus vers un produit pour pouvoir le vendre et avoir quelque chose de commercial, ce qui est quand même la finalité du jeu, on va pas se le cacher. Comment mêler tout ça? C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'illustratrice aujourd'hui, vous apportez votre patte graphique, et j'entends graphique partout, mise en page, tout ça, comme on a discuté plus tôt, sur un jeu, mais parfois le travail apporté est tellement plus gros que ce qu'on pensait qu'il y a aussi une forme de co-autorat qui s'amène.
est-ce que c'est un truc un peu tabou? J'ai l'impression, on a un peu discuté en off, donc je sais, mais comment vous le vivez et est-ce qu'il y a un peu de bataille à mener là-dessus? Je pense aussi que ça dépend vachement des jeux en fait, parce qu'il y en a où finalement, ce qui est dit souvent dans les contrats en tant qu'illustrateur, c'est que notre participation au projet est accessoire. C'est-à-dire que sans nous, le jeu marche aussi. Mais au final, ça dépend clairement vraiment beaucoup des jeux. Il y en a certains où effectivement, tu vas avoir certains icônes et une image derrière, et que ce soit de toi ou de quelqu'un d'autre, finalement, ça peut être la même chose. Mais il y en a où tout est tellement lié, ça a été tellement mûri ensemble, modifié au fur et à mesure, qu'on a, c'est plus qu'un apport accessoire. Donc c'est vrai que ça peut être un peu compliqué de mettre des mots dessus d'auteur, illustrateur, quand c'est autant partagé. Et ça apparaît contractuellement, ça? Il y a le mot accessoire pur et dur, Anne? J'ai jamais vu de contrat d'illustrateur. Ça dépend des contrats, mais en fait, souvent, tu as une phrase qui te dit vu le caractère accessoire de la contribution de l'illustrateur, il sera amené qu'il aura. Il me semble que dans la formulation, c'est souvent un truc comme ça. Et donc, ça peut bloquer parce que des fois, ton accessoire, ça dépend vraiment des projets. Hein, je ne veux pas du tout faire une généralité de ça. Mais dans certains cas où un illustrateur, une illustratrice peut se retrouver à créer vraiment un univers graphique, à faire un boulot de directeur artistique en plus, finalement, même si quelqu'un refera les illustrations après derrière lui ou elle, c'est quand même cette personne-là qui aura créé quelque chose à la base. Donc c'est normal que cette personne ait un statut plus que accessoire dans le projet. Camille? Les images dans un jeu, elles ont quand même, je trouve, une grosse importance. Moi, ça m'est déjà arrivé, avant de travailler dans le milieu et avant même de savoir que je ferais ce métier, d'acheter des jeux sans savoir de quoi ça parlait, mais juste pour la boîte, juste pour la couverture, quoi. Je pense que ça en dit quand même long sur l'importance du visuel et de l'univers graphique qu'il y a dans un jeu. Je dirais même que on pourrait demander avec le même brief à, je sais pas, 10 illustrateurs différents ou même plus, de nous faire quelque chose avec le même brief. On aurait 10 produits différents et 10 sensibilités différentes et 10 réactions du public différentes, à mon avis. Ça dépend peut-être de certains projets, hein. Moi je suis sensible à ça forcément, mais je crois que ça a quand même une grosse importance dans le projet. Faut pas diminuer, clairement pas diminuer ce que fait l'illustration sur la vente d'un jeu. C'est le premier contact qu'on a avec n'importe quel produit aujourd'hui, c'est son visuel. Je peux parler de bouquins. Moi, il m'est arrivé de pas vouloir acheter un bouquin juste parce que la couverture, je l'aimais pas, et donc d'attendre de prendre une autre édition ou autre chose. Donc, il faut pas diminuer du tout ce côté-là. Et à mon sens, c'est ce qu'on disait un peu en off sur le côté graphisme d'un jeu, c'est que on se rend pas compte de l'importance du graphisme d'un jeu, ou du moins on ne s'en rend compte que lorsqu'il est mauvais ou lorsqu'il pose un souci en fait pour la lisibilité du jeu ou pour le gameplay lui-même. Et du coup, quand un jeu est très bien designé par vos soins, en fait, on s'en rend plus compte parce que justement, il est transparent sur le gameplay et du coup, il permet de vraiment faire ce qu'on cherche, c'est-à-dire s'amuser et jouer correctement. Et donc là, c'est pour ça que le côté accessoire, il est d'autant plus, j'ai l'impression, piquant parce que si c'est mal fait, on va le remarquer et du coup, ça créera une forme de levée de bouclier sur un jeu. Et du coup, si au contraire il est très bien fait, en fait, on se rend compte qu'il n'est pas accessoire, mais qu'il est quand même vital à la bonne vie du jeu. Moi, je te rejoins sur ça, mais il y a des vraies questions et j'entends vraiment pas avoir les réponses parce que moi, elles me travaillent pas mal et j'en ai pas mal discuté avec pas mal dans cette phrase, mais j'en ai discuté avec plusieurs illustrateurs et illustratrices. Et il y a un vrai truc complexe sur la paternité du jeu à la fin. Et je pense qu'on est tous d'accord et dire le contraire serait vraiment un mensonge, que l'aspect illustratif d'un jeu, il est primordial, il a un impact qui est significatif à la fois sur le plaisir du jeu et à la fois sur le potentiel commercial d'un jeu. Même si on a des contre-exemples où il n'y a pas grand monde qui a souligné et mis en avant les qualités d'illustration de The Mind. Le milieu était plutôt d'accord pour dire que c'était pas très joli, mais que c'était un excellent jeu.
et les ventes ont été là de manière incroyable. On pourra jamais savoir si le jeu aurait beaucoup mieux marché s'il avait été beaucoup mieux illustré, mais la question se posait un peu, c'est un des jeux qui m'a fait travailler sur cette question-là. Mais il y a un vrai truc où pour l'instant le milieu tranche très très fort sur l'auteur du jeu, c'est l'auteur. J'entends l'auteur des mécaniques. Et on le retrouve sur des choses qui sont claires, et je trouve que le message est fort dans ce que fait le jeu, et dans ce que fait le milieu, c'est sur les rééditions et les localisations. Puisque aujourd'hui, j'ai un exemple concret en tête, mais on a fait Draftosaurus, qui a 2 illustrateurs, qui ont fait la totalité du matériel, le jeu existe, etc. Il y a une version polonaise qui a été signée, le jeu est localisé, et il a été intégralement réillustré. Nous, on nous a un peu posé la question, à peine je crois, mais vaguement, en nous disant « Ah, l'édition polonaise sera différente, est-ce que ça vous convient ?» Je pense que l'illustrateur et l'illustratrice du jeu de départ n'ont même pas été consultés, parce que contractuellement, il y avait cette possibilité-là. Et ça va même encore un peu plus loin avec la réédition d'un jeu. Je prends n'importe quel jeu que j'ai fait, mais si, dans 10 ans, The Loop, il est plus édité chez Catch Up Games, j'ai récupéré les droits, c'est moi qui possède les droits en fait. Je vais les récupérer, je vais pouvoir re-signer le jeu chez un autre éditeur éventuellement, et ça sera plus forcément Simon Caruso qui illustrera le jeu, ça sera peut-être parfaitement quelqu'un d'autre et l'univers changera. Donc il y a un truc quand même mais qui me questionne vraiment très très fort, sur, pour l'instant, le milieu a tranché sur cette question-là, et juridiquement, le jeu, il appartient à son auteur, avec une notion de il cède ses droits à un éditeur, etc., et qu'on peut récupérer. Mais pour l'instant, effectivement, tout ce qui ressort, c'est que l'illustration, elle est accessoire, je pense que c'est un mauvais mot, mais interchangeable, même si, encore une fois, on est d'accord, le succès d'un jeu dépend aussi de son illustration. Et ça pose d'autant plus la question sur certains jeux qui dépendent, ou dont le gameplay dépend directement de l'illustrateur. Parce que je pense à Twinit par exemple, sur lequel en fait, si t'as pas Verchex qui est dessus, est-ce que le jeu a autant d'idées et de gameplay en fait? Est-ce que n'importe quel illustrateur aurait pu faire la même chose? Et qu'en est-il si demain en fait le jeu est, comme tu le dis, en fait porté sur dans un autre pays avec une autre illustration? C'est le cas d'ailleurs, parce que Twinit, ils font une nouvelle version avec une thématique japonaise, et c'est Xavier Nayat qui est aux illustrations. D'accord. Et c'est intéressant de voir que c'est un bon et un mauvais exemple à la fois, parce qu'il est dans le même style graphique que celui que Tom Warchex avait mis sur la boîte de base. Du coup, c'est bien parce que du coup, tu vois, j'imagine que pour ce genre de jeu, il y a une vraie osmose de base entre auteur et illustrateur là-dedans, pour dire on va créer ce jeu-là ensemble et c'est comme ça que ça va être fait. Mais à la fin, il y a peut-être justement une dissension entre le fait de dire le jeu appartient à l'auteur et pas en co-autorat sur cette partie-là en fait. Ce qui est un peu délicat. J'ai l'impression qu'on a soulevé le problème, qu'on n'aura jamais de réponse, on n'aura que des avis là-dessus. Un des problèmes aussi, je pense, c'est que les auteurs et illustrateurs travaillent un peu pour leurs droits, chacun de leur côté, en fait. Il y a des groupements d'auteurs, des groupements d'illustrateurs, mais on confronte pas vraiment les idées pour essayer de construire quelque chose ensemble, et ça pourrait être sympa aussi d'avoir, je pense. 100% d'accord. Moi, j'ai une question sur ça et sur la notion contractuelle. Moi, c'est très clair que quand je signe un contrat de jeu, il a ma vie chez l'éditeur avec ce jeu, elle a un début et elle a une fin. Est-ce que vous, quand vous signez des illustrations et le contrat lié à vos illustrations, vous cédez les droits de vos illustrations pour toujours? Ou est-ce qu'il y a une notion où si demain Blue Cocker il décide d'arrêter de faire Welcome To, je vais prendre ça comme exemple parce que c'est fortement improbable, est-ce que Anne, toi, tu pourrais récupérer la couve et faire autre chose avec? Est-ce que tu aurais des droits dessus ou est-ce qu'elles sont cédées pour toujours? Moi, c'est CD pour toujours. Enfin, pour la durée légale des droits d'auteur. Camille, c'est pareil, ouais? Moi, il me semble que c'est CD pour toujours, mais j'ai des doutes quant au fait que ce soit comme ça pour tous mes contrats. Il me semble que alors je confonds peut-être entre des contrats, mais il me semble que quand le jeu n'est plus édité, je récupère mes droits sur mes illustrations. Si le jeu vraiment n'est plus édité, quoi. Ouais, qui serait le truc le plus fair en termes de droits, que sinon on peut récupérer nos droits à un moment sur les mécaniques. Même si tu as là rien. Enfin, vous voyez, vous êtes plein. Pardon, je commence à m'emballer, mais je me projette sur demain, on m'annonce que Antoine Boza il ressort, je sais pas, un de ses vieux jeux et c'est illustré par quelqu'un d'autre. Ça me choque pas, quoi. Je vois passer le truc et cool, quoi.
on m'annonce qu'il y a un nouveau jeu qui sort chez un nouvel éditeur et la couve, c'est la couve de Welcome, bah, je suis vraiment choqué, quoi. Il y aura un truc qui me bouleverserait. Je me dirais non, c'est pas possible, quoi. Pourtant, ça serait pratiquement la même chose. On attache vraiment l'identité visuelle à un jeu, en fait. C'est super bizarre de l'imaginer réutilisé pour autre chose. Alors c'est vrai et c'est pas vrai parce que des jeux qui ont exactement la même mécanique et qu'on retrouve parfois, bah, ça donne parfois lieu à des faits de se dire ok, bah en fait finalement c'est jeu bis avec une mécanique de moins ou un petit truc de plus. Et finalement, tu vois, on a un peu cet effet de dire bon bah il y a rien qui change et c'est un peu pas intéressant finalement de jouer à ce bis là, tu vois. J'ai pas d'exemple en tête là tout de suite, mais est-ce que en termes de, on parlait justement des droits d'auteur et donc de vos droits en tant qu'illustratrice sur les jeux. Est-ce qu'on parle à peu près de la même chose en termes de pourcentage avance sur un compte ou ce genre de choses? Est-ce qu'on a le droit de poser la question sans forcément donner des chiffres, des chiffres en termes d'euros, mais en termes de pourcentage? Camille, Juan? Ouais, moi, je pense que c'est à peu près toujours la même chose. Enfin, moi, c'est 3%. Évolutif? Non. D'accord. Non. En fait, ça dépend. Il y a des fois où ça a été évolutif, d'autres fois non. Mais la plupart du temps, c'est 3% sur le chiffre d'affaires de l'éditeur. Donc, c'est vraiment le prix auquel il vend son jeu. Donc, en fait, en réalité, c'est souvent moins de la moitié que le prix public. Oui, on rappelle là-dessus, on en avait parlé avec Théo sur une autre émission, mais la chaîne de production et de production de vie du jeu, une fois qu'il est créé, c'est l'éditeur qui va le vendre au distributeur, qui lui va le vendre au commerçant. Donc effectivement, le prix qu'il y a entre l'éditeur et le distributeur, c'est pas le prix de vente public qu'il y aura à la fin, parce qu'il y a moins de marges qui ont été appliquées dessus. Donc c'était quoi? On avait dit de mémoire quelque chose comme un tiers du prix public de fin, Théo, si je ne pas de bêtises. Généralement, il faut compter, on divise par 2 puisque la boutique va faire à peu près 50% de marge. Alors, n'oubliez pas que ces chiffres sont pas tout le temps les mêmes, hein. Et donc, sur ce chiffre-là, donc on va prendre un jeu à 20 €, donc aura été vendu 10 € à la boutique, le distributeur va prendre entre 30 et 35%. Donc, ça veut dire que l'éditeur l'aura vendu à peu près 7 €. Donc, quand on parle de 3%, Camille, elle touche donc 3% de ces 7 € sur un jeu que vous aurez acheté 20 € en boutique. À peu près, hein, bien sûr, il y a des histoires de TVA, de virgule et de changements en fonction des gens. Anne, c'est à peu près la même chose pour toi ou Alors moi, c'est quand même surtout avec Blue Cocker que je travaille et donc avec qui j'ai des droits d'auteur. Alors lui, c'est différent, donc c'est par palier, c'est évolutif. Il commence à 1% jusqu'à 5%. Donc c'est un palier tous les 10 000 ventes. Et par contre, c'est pas des avances sur droits d'auteur comme la plupart du temps, c'est en plus d'un forfait fixe. Donc dès la première vente de jeu, je touche quelque chose. Ça, tout le monde va vouloir travailler avec Blue Cocker après avoir écouté cette émission-là. Ouais, non mais il faut pouvoir supporter tout le monde de Blue Cocker aussi, hein. Ok, est-ce qu'il y a encore des points à aborder sur ce sujet un peu épineux ou on passe vers la fin de l'émission tranquillement? Juste la grosse différence sur ça, parce que comme ça je raccroche à l'auteur, c'est souvent nous on en a déjà parlé, mais les auteurs, on a une rémunération qui est plus importante en termes de pourcentage, puisque moi je suis souvent autour de 8% du CA, avec des variations entre 6 et 10 on va dire. Mais une des grandes différences que les éditeurs mettent en avant et qui des fois est compliqué pour les auteurs pro ou semi-pro, c'est l'aspect où par contre vous êtes payé pour la taille de travail que vous allez fournir, c'est ça? Les droits d'auteur, c'est un bonus ou soit un bonus, soit un truc supplémentaire, soit un bonus de succès, mais dans tous les cas vous devisez et vous êtes payé en fonction de s'il y a 150 cartes, c'est pas le même prix que s'il y a 10 cartes, une couve ça coûte tant d'argent et ainsi de suite, c'est ça? Exactement, pour moi. Ouais. Ouais, là où nous les auteurs, la vraie différence, comme ça les gens l'auront un peu en tête, c'est que l'avance elle est assez fixe, elle est assez faible, hein. Moi c'est souvent entre 150 et allez, on va plus te prendre une belle moyenne, mais c'est autour de 1 500 €. Et avec une dimension de celle-ci, elle est vraie si c'est un jeu pour enfants léger sur lequel la mécanique de jeu est un peu petite et donc j'ai pas passé 1 million d'années, ou sur un jeu gamer sur lequel j'ai passé 1 an et demi de ma vie parce qu'il y avait pas mal de choses à faire. C'est ça la vraie grosse différence, je pense, dans nos rémunérations.
D'accord. Effectivement, c'est important à avoir en tête parce que c'est pas du tout la même accélération entre guillemets de rémunération là-dessus en fait, ce qui est assez intéressant. Ok, je pense qu'on a fait à peu près le tour de cette seconde émission. Petit résumé donc de ce qu'on vient de dire. Donc une fois qu'on a fait, on sait la direction où on va. Il y a énormément de travail qui sont faits sur le travail de kilomètres, hein, tout simplement la mise en place des illustrations classiques. La couverture du jeu n'est pas forcément quelque chose qui vient au même moment, et c'est intéressant de voir qu'elle peut amener soit un thème différent ou une direction différente quand elle est créée, que ce soit à la fin ou au début. Il y a aussi un gros travail sur l'échange avec le figuriniste, c'est-à-dire dans le sens sculpteur, et comment travailler justement des figurines et donner des thèmes là-dessus. C'est assez fou. On a fait un gros point sur tout ce qui était un peu piquant, ce qui touchait un peu à l'autorat, illustration et le contrat qui va avec, et comment sont vus les différents statuts autour du jeu, savoir comment si on travaillait en tant qu'éditeur, illustratrice, auteur, et tout ça, comment c'était mêlé. Et on voit que c'est quand même assez difficile, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer, et je pense que ça gagnerait en efficacité autant qu'en plaisir d'échange. Et voilà. Et on a fait, là vous l'avez entendu, le dernier point sur tout ce qui était rémunération et contrat, qui est toujours un peu difficile à crever comme abcès. Est-ce que j'ai oublié des choses? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? On a l'air tous convaincus que tu as été exhaustif. Bah écoutez, on a fait ces deux grosses parties autour de l'illustration sur le jeu, autour du jeu de société. C'était assez fou. Déjà, je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur, Camille et Yann, d'avoir répondu présente pour en discuter, de vous avoir rendu aussi passionné, parce que les échanges en amont ont été vraiment dans tous les sens florissants, et c'était vraiment très agréable. Donc merci de votre réactivité et de votre passion là-dedans. C'est vraiment très sympathique. À fond, un grand merci. Merci. Merci beaucoup à toi pour cette émission, c'est super cool. Si vous avez par la suite envie des idées pour revenir dans l'émission et discuter d'un sujet qui vous concerne pas, ou vous avez envie de questionner des choses, n'hésitez surtout pas, bien sûr, vous êtes les bienvenus 1000 fois sans aucun problème. Théo, que dire de plus? Merci d'avoir été là, d'avoir organisé tout ça, parce que sans toi, on n'aurait pas eu ces deux meilleures émissions, donc c'était vraiment génial. C'est toujours avec plaisir. J'en profite sur ton invitation de Camille Yann. Vous revenez quand vous voulez. Et vous qui nous écoutez, si vous avez des questions spécifiques sur le boulot d'illustrateur-trice et que vous voulez qu'on réinvite Camille et Yann, vous pouvez aussi nous le dire, et on pourra faire un petit épisode un peu FAQ ou creuser plus un sujet, si évidemment tout le monde est partant. Exactement. Plaisir. Ça marche. Un petit insert de quelques secondes pour vous indiquer qu'on va faire un épisode FAQ avec Théo dans pas très longtemps. Donc si vous avez des questions à poser pour cet épisode, n'hésitez pas surtout à revenir vers nous en DM, Twitter, directement, ou sur Discord ou ailleurs. N'hésitez pas pour envoyer vos questions, comme ça on fera un gros global de tout ça. On pourra faire un épisode avec toutes les questions qui reviennent. Voilà, on reprend l'épisode. Se termine donc l'émission 6388 spéciale autour de l'illustration dans le jeu de plateau. N'hésitez pas à faire tourner ces deux épisodes, à en parler autour de vous, à le conseiller. Je rappelle que 6388 est une production du Vaisseau Hypersensas, qu'on aime, qu'on kiffe très fort, qu'on remercie. Que Vaisseau Hypersensas a un Patreon, donc n'hésitez pas à y faire un tour dessus. Il y a pas mal de petits bonus qu'on essaie de balancer dessus, des petits trucs. On a aussi un Discord où Théo est là très souvent pour parler jeux et d'autres choses, parce que je sais qu'il est partout à la fois. Tout le temps. Merci à vous, prenez soin de vous, on se retrouve dans 2 semaines avec la suite de ce 6388 et de cette merveilleuse aventure. Merci à vous tous, ciao. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup.